Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes donc à la rubrique L'invité du grand soir. Et pour ce jour, bien sûr, nous avons rendez-vous avec monsieur Irénée Agossa, que vous connaissez très bien. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir, joyeux fête de Noël. Joyeux fête de Noël à vous aussi. Je rappelle que vous êtes membre du parti UP Le Renouveau. Vous êtes également expert en qualité, qualiticien. C'est avec vous que nous allons tenir ces 26 minutes d'entretien où on aura analysé le discours du chef de l'État tenu devant la représentation nationale le vendredi 20 décembre dernier. Un discours apprécié de tous. Nous aurons l'occasion d'écouter votre avis, M. Irénée Agossa, d'abord sur le discours et sur le volet politique, parce que c'est cette partie qui nous intéresse. D'entrée de jeu, M. Irénée Agossa, quelle lecture faites-vous du discours du président de la République devant la représentation nationale le 20 décembre dernier? Le discours, d'abord, dans sa forme, est un discours bref, bien conçu, et qui permet de retenir l'essentiel. Parce que c'est en 23 minutes, donc un discours digeste et qui a tenu compte de tout ce qui s'est passé dans l'année et qui est une photographie claire de la société et du Bénin et qui caractérise d'ailleurs la démarche synthétique et organisée du chef de l'État. Le chef de l'État, d'abord, il faut le constater, incarne au cours de ses discours l'autorité de l'État. C'est visible, tout le monde l'a constaté. Il a incarné à un niveau très apprécié l'autorité de l'État. Beaucoup plus remarquable que par le passé. Non, comme à son habitude. Et le chef d'État a été encore clair. Dans sa posture, on sent qu'il est fier d'être béninois. Il est fier d'être à la tête de ce pays qui a pris un élan irréversible. Donc, ça, on le constate. Le chef de l'État a manifesté encore sa responsabilité à la tête de l'État. Il a été clair. Il n'a pas caché ce qui ne va pas. Il a été responsable. Il a dit tel ou tel point, ça ne va pas. Je ne suis pas entièrement satisfait avant d'énumérer les points sur lesquels il est satisfait. Et l'autre chose, c'est l'humilité du chef de l'État. Il a reconnu le rôle global des institutions, mais en particulier la fonction des parlementaires. Il était en face des parlementaires, donc en face des représentants du peuple, et il leur a dit clairement, c'est grâce à vous que j'ai eu les moyens de faire ce que j'ai pu faire depuis, et en particulier durant cette année qui s'achève. Et ensuite, il est revenu sur le peuple pour dire c'est grâce aussi au sacrifice du peuple. Grâce au sacrifice du peuple, donc de chaque Béninois, qu'il est arrivé aussi à avoir ce bilan qu'il va présenter, qu'il est en train de présenter. Donc, le chef de l'État a marqué cette humilité dès le début. Donc, avant, bien sûr, d'affirmer cette responsabilité en disant que 2 points sur lesquels je ne suis pas satisfait entièrement, c'est la situation d'insécurité due au terrorisme, donc et au nord à l'extrême nord de notre pays, et aussi la situation de la cherté de la vie et du fait que le pouvoir d'achat soit faible par rapport aux revenus disponibles au niveau des citoyens. Et ça, c'est d'autant plus remarquable qu'il l'a dit. Avant de venir, bien sûr, sur ce qui marche dans le pays. Et avant d'aller dans les détails, il a été suffisamment clair qu'il y a une catégorie qui se trouve dans le déni de la réalité et qui
va certainement ne pas comprendre ou ne pas accepter le bilan qu'il va faire, l'aspect positif. Or, partout dans le monde, que tout le monde apprécie notre pays à travers les choix que nous avons faits sur le plan touristique, sur le plan économique, avec la signature actuelle, la valeur de la signature actuelle de notre pays, sur le plan, je vais dire, de l'énergie, sur le plan de la formation, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la relance de la consommation à la base avec les nouveaux marchés qui ont été construits, sur le plan administratif avec les cités, la cité administrative centrale, la cité ministérielle et les autres cités départementales qui ont été mises en place pour l'administration. Donc, en parlant aussi de l'industrie, de la lutte contre le chômage, etc., etc., avant d'énumérer tout ça et de finir par entrer dans sa passion, dans la passion qu'il anime lui-même pour exprimer ce qu'il ressent. Comme on le disait le Christ, il est entré librement dans sa passion. Donc, dans cette passion, il a dit ce qu'il pense. Et cela est caractéristique d'un homme qui aime son pays. Vous savez, c'est exactement comme les courses à relais. Les courses à relais. Les gens imaginaient voir un chef d'État, presque en fin de mandat, qui puisse dire c'est-à-dire, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant, je vous laisse, vous, pour que vous puissiez faire la suite. Non, le chef de l'État a montré, comme les courses à relais, qu'il faut être devant tout le monde dans la compétition régionale, sous-régionale, internationale d'aujourd'hui et permettre à celui qui va prendre le relais qu'il soit obligé d'être dans un rythme de compétition, d'amélioration de performance et permettre à ce que notre pays soit toujours en avant en ce qui concerne l'échelle des valeurs. Très bien. Vous avez le Bénin et dans la sous-région et sur le plan international. Donc, le chef de l'État a montré cet amour pour son pays et librement, il est entré dans sa passion. Très bien. Monsieur René Agossa, oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre exposition. Il y a eu, le chef de l'État a fait allusion à ça d'ailleurs, il y a eu ceux qui sont dans le déniement de ce qui a été fait. Mais dites-nous, selon vous, n'ont-ils pas raison ou droit d'être dans le déniement, de ne pas apprécier pour eux ce que le chef de l'État fait jusque-là? Vous pouvez ne pas apprécier ce que le chef de l'État a dit, le bilan, mais il y a des évidences sur lesquelles vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas fait. Disons-nous, sur le plan touristique. Par exemple, le pèlerinage des célestes et des chérubiens qui se déroule les 24. Allez-y voir le nombre de ceux qui sont venus. Et quand j'ai cherché à comprendre, nombreux sont ceux-là ont dit, je veux aller non seulement au pèlerinage, mais voir ce Bénin que je connaissais, ce Cotonou que je connaissais, mais qui aujourd'hui est la première ville la plus propre de la sous-région. Ce Bénin que je connaissais aujourd'hui, qui est compté parmi les 25 premiers pays qui sont indiqués à être fréquentés sur le plan mondial. Ce Bénin que je connaissais, qui est 5e en matière de qualité de ces infrastructures, de ces routes et autres dans la sous-région. Alors, d'autres ont dit, il faut que j'aille connaître ce pays. Et ils sont venus nombreux. Ça veut dire que le choix qui a été fait du point de vue touristique est un bon choix, est un excellent choix. Alors là, vous pouvez être contre, mais il y a des évidences. Ce qui est évident aujourd'hui, on ne peut pas dire que les cités administratives qui sont construites ne sont pas une bonne chose pour le pays. On ne peut pas dire que la valeur de notre signature qui permet d'engager des ressources pour le pays, malgré la compétition dans le domaine, malgré les situations de crise mondiale, on ne peut pas dire que ce n'est pas positif pour le pays. On ne peut pas dire que la construction aujourd'hui des stades partout
et qui permet aujourd'hui à notre pays, l'équipe nationale de notre pays, d'être qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc prochainement, mais comment peut-on être contre ça? Comment peut-on être contre le fait qu'on va construire des lycées professionnels de métiers pour notre pays? On ne peut pas être contre. Ils peuvent être contre le fait que dans leur village, qui est assez et qui a des routes, on peut être contre. Je n'ai pas vu. Je ne peux pas vu. Voilà ça. Mais qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un déni de la réalité? Et c'est un choix erroné, bien sûr, du point de vue politique. Vous pouvez dire que telle chose, ça va. Mais nous pouvons mieux faire en faisant telle chose. C'est ça ce qu'on dit dans un pays. Vous ne pouvez pas dire que tout est mauvais et ne pas faire une proposition d'amélioration. Et c'est ce que je condamne. Et c'est pourquoi le chef d'État a dit carrément au début, et que je soutiens, que j'ai déjà dénoncé plusieurs fois, qu'ils sont dans un déni. Ils ne sont pas dans l'esprit dont vous parlez. Personne ne refuse qu'on critique. Mais quand vous critiquez, vous faites des propositions positives. Sur le plan économique, voici ce que nous proposons pour que ça marche. Sur le point de vue de l'administration, voici ce que nous proposons pour que ça marche, parce que voici les points forts de ce que le président a dit, voici les points faibles, et voici ce que nous proposons pour que ça marche. C'est ça l'esprit critique. Mais ici, non, ils sont restés dans un autre cadre qui ne peut que être expliqué, ne peut que être compris dans le sens du déni de la réalité. Très bien, merci M. Irénée Argossa, puisque c'est le volet politique, vous l'avez abordé, qui nous intéresse beaucoup plus dans nos échanges de ce soir. Mais le ton, la chute du discours du chef de l'État, comment appréciez-vous le ton avec lequel le président de la République a parlé de l'aspect politique, un ton d'austérité, un peu fort, selon vous? Disons que le discours a un fondement politique. Tout le discours a un fondement politique. C'est un fondement progressiste. Un fondement qui permet de constater la volonté du chef de l'État de continuer dans le sens du développement. Donc, la politique ici, c'est de continuer strictement dans le sens du développement et ne pas revenir en arrière sur certains points. Le temps du chef de l'État dont vous parlez, je vous ai dit, à la fin, il est entré librement dans sa passion. C'est la passion pour le développement de son pays, l'amour pour le développement de son pays qu'il a exprimé avec le ressentiment qui était le sien. Et là, il n'a pas fait de cadeau à tel ou tel. Ce n'était pas une histoire de cadeau. Pour lui, il s'adressait à son peuple. Il s'adressait à tout le monde. Toute tendance politique confondue. Donc, il n'était pas dans un état pour dire qu'il était contre, il était contre tel, ou bien qu'il répondait à des questions de tel ou tel. Il exprimait sa conviction. Sa conviction. Et cette conviction, je vous l'ai dit plusieurs fois, oui, c'est cette passion qui l'anime. Donc, ne dites pas que, en fait, il était nerveux, il était ça. Pas du tout. Il était entré dans la phase de la passion pour le développement de son pays. De son pays. Alors, dans son discours, il y a un extrait, là, c'est surtout sur ce point que nous vous attendons, où il a parlé de passé honteux, usurpation de pouvoir politique. De quoi veut-il parler réellement? C'est profond pour ceux qui comprennent. Et pour un vieux précaire de la politique béninoise, qu'est-ce que vous y comprenez? D'abord, le chef d'État a commencé par le fait que nous soyons sur une voie et dans une lancée irréversible. Il faut dire que les gens doivent comprendre ça. Mon cher journaliste. La marche irréversible vers une nouvelle ère politique. Cher Théodule, oui, dès que vous évoluez dans la vie et que vous atteignez une étape, est-ce que votre souhait est de revenir en arrière? Pas du tout. Exemple, vous avez vécu chez votre père. Vous avez construit votre maison. Oui. Vous intégrez cette maison. Est-ce que votre souhait est de repartir encore chez votre père? Non. Qu'une situation vous amène un jour et que vous soyez encore
un habitant de chez votre père. Non. Même si c'est Dieu qui définit l'irréversibilité ou non d'une situation. Mais votre souhait serait toujours que vous soyez en avance. Que vous soyez dans cette maison malgré les difficultés, que vous l'améliorez et que vous continuiez à faire les travaux et rester. Mais comme certains sont dans le déni total, ils veulent que le chef de l'État souhaite, lui, en entrant dans sa passion, souhaite que son peuple soit en arrière. Il dit non, la voie là est irréversible. Nous sommes montés là-dessus. Mon souhait est que ça soit irréversible. Il affirme, en l'affirmant comme ça, c'est une passion, c'est une réalité en lui. Lui n'est plus à l'étape des autres qui doutent. Lui, il est dans la réalisation parfaite de la chose. D'autant plus qu'il a eu, il vit ça. Il a quitté l'étape de rêve. Lui, il est dans la réalité. Il dit, ça ne peut plus revenir en arrière. Et l'autre chose, il a énuméré certains points. Nous ne pouvons plus continuer avec certains qui viennent pour des illusions, ne comprenant pas la gestion de l'État, pour nous conduire dans du n'importe quoi. Il dit, je vais vous conduire en 2026 vers une destination sûre. En 2026. Oui. Il quittera en 2026. Voilà. Vers une destination certaine. Mais à cette destination, on n'aura plus ces aventuriers. Il est en train de demander aux partis politiques désormais de jouer leur rôle constitutionnel. Vous devez en votre sein faire en sorte que le tri soit fait et que ce que nous avons entamé tous soit une continuité parfaite. Et c'est là où je vous parlais de relais, les courses à relais. Lui, il dit j'irai jusqu'au bout. Mais pour permettre à ce que le pays puisse continuer, les partis politiques doivent jouer leur rôle constitutionnel. Ça, c'est sous-entendu. Et il le disait à tout le monde. C'est tout à fait clair. Et il dit, pour y parvenir, nous ne pouvons plus revenir sur des comportements qui ont fait que notre pays soit des zones d'État honteux. Mais c'est pas simple. C'est aussi simple à comprendre. C'est aussi simple à comprendre. Les situations que nous avons vécues avec Maria Agleïta, où des milliards ont été gaspillés. Je vous parle en qualité de conseiller au temps du président Bouniaï, qui a suivi les projets. Un projet qui devait permettre à ce que nous réglons le problème énergétique, créer de l'emploi, faire en sorte que nous démarrions avec un tissu industriel. Gabégie. Vous voulez qu'on revienne encore sur ces étapes? C'est pas possible. Les comportements là doivent être bannis. Il dit, plus ça avec moi. Parce que là où nous allons être très sérieux, nous sommes déjà en avance. Nous n'allons pas continuer avec des contours frauduleux, avec ces inégalités. Non! Le président a été suffisamment clair. On ne va pas continuer avec le fait qu'il y ait le Parlement, l'ancien Parlement qu'on est obligé de détruire. Ce n'est pas bien. Il dit, laissez ces comportements-là. Je ne vais pas m'associer à vous. Et désormais, oubliez et démarrons. Allons-y déjà. Nous sommes à une nouvelle ère. Donc, partons vers là. Et c'est clair. Donc, dans cette passion, vous voyez, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Donc, et il a exprimé clairement et on sent sa volonté de le faire. Et mieux, le chef de l'État a mis presque à prix sa personne et sa vie. Il dit, quel que soit ce que cela va nous coûter, quel que soit ce que cela va nous coûter, nous n'allons plus accepter les compromis qui ne seront pas dans le sens du développement de ce pays. Même si c'est pour faire plaisir, peut-être. C'est pour faire plaisir, peut-être, à son chef de famille. Il dit non, je ne ferai pas. Vous pouvez passer par n'importe qui. Même si c'est pour faire plaisir au curé de sa paroisse. Il dit non, je ne le ferai pas. Même si c'est pour faire plaisir à son épouse. Il dit, je ne le ferai pas. Je ferai les choses
seulement dans le cadre du développement du pays. Mais faisant allusion à l'actualité depuis quelques jours, est-ce à dire que l'actualité, je veux dire par exemple la rélecture du code, etc. Alors le fichier électoral, est-ce à dire que le chef de l'État est en train de lancer le signal de ne faire aucune concession? Et c'est en train de dire à l'opposition, n'espérez pratiquement. Le chef d'État parlait d'abord à tout le monde, il a dit au début. Toute tendance politique confondue, il a dit. Il dit, tout serait fait dans le cadre de la légalité républicaine. C'est ça. Et tout serait fait en ayant pour référence le Bénin, qui est au-dessus de tout le monde. Et tout serait fait en respectant la République. Si vous êtes dans la légalité républicaine, le chef de l'État va ouvrir ses bras pour vous prendre. Mais si vous venez pour éviter la légalité républicaine et aller dans le sens de la confusion, de la diffamation, de la manipulation, le chef d'État dit ça ne marchera plus. Terminé. C'est clair. Il n'est pas contre le consensus. Il dit, je ne le ferai pas sur la base de la manipulation et sur la base des compromis qui ne tiennent pas compte du développement du pays sous prétexte qu'il y aura un consensus politique. C'est clair. Le chef de l'État veut largement un consensus, mais sur la base de la légalité et des normes républicaines. Et la référence ici, il a dit plusieurs fois, ça serait le Bénin. Le Bénin est au-dessus de tout. Donc, y compris lui-même. Et que ce qui doit nous guider doit être le développement de notre pays. Et que nous devons savoir que nous sommes sur un chemin irréversible. Oui. On ne peut plus revenir derrière parce que le Bénin est désormais lancé. Très bien. Nous sommes sur un chemin irréversible. Le Bénin est déjà lancé. Le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises. Mais dites-nous, la question que beaucoup de Béninois se posent aujourd'hui est de savoir, mais dites-nous, quelles garanties le chef de l'État a pour pérenniser toutes ces réformes pour que peut-être après 2026, qu'il n'y ait pas à retoucher. Y a-t-il cette garantie de Bénin qui est sur le chemin de l'irréversibilité aujourd'hui? La garantie, d'abord, c'est lui-même. Et là, il a démontré. La première garantie, c'est son engagement, sa foi, son audace. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est entré librement dans sa passion. C'est la garantie. C'est cela qui va booster tout le monde. C'est cela qui, par exemple, m'a rendu, moi, plus que fier d'avoir un chef d'État pareil. C'est lui qui a lancé le top. Et c'est ça, la première garantie. Sa foi, son engagement. Et c'est ça, d'ailleurs. L'autre garantie, c'est ça ce qu'il a dit. Je ne permettrai pas certaines choses, etc. Et c'est les partis politiques, désormais, la garantie. C'est la réforme du système partisan. Les partis doivent assumer leurs responsabilités constitutionnelles. Et ce n'est que sur cette base qu'il aura une continuité. Parce qu'on ne parlera plus des hommes. On n'ira pas vers les habitudes qui nous ont amenés dans des situations honteuses. Nous allons nous occuper que du développement du pays. Et nous sommes certains d'aller de l'avant. Et c'est ça la garantie. C'est ça ce qui va se passer. Et c'est sur ça qu'il compte. Et c'est ce qu'il veut accompagner. C'est la paix, la cohésion sociale. Il n'y a pas de paix et de cohésion sociale sans la satisfaction des besoins des populations. Et vous ne pouvez pas satisfaire les besoins des populations sans une stabilité politique. C'est cette stabilité qui est l'occupation du chef de l'État, la plus grande préoccupation du chef de l'État aujourd'hui. Et ce qui va venir encore pour permettre que ça continue et que le chef de l'État soit sûr qu'après lui, il y aura quelque chose de très bien, c'est la dépersonnalisation du débat politique. Il a dépersonnalisé ce débat politique. Nous irons vers les visions. Nous irons vers ce qui va nous permettre d'être plus solides et renforcer les institutions. La force de ce pays, c'est les institutions de la République. Donc, des institutions ne doivent pas être faibles. Nous ne devons pas affaiblir nos institutions comme les nostalgiques du passé. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est de nous ramener dans un système où les institutions seront affaiblies, totalement affaiblies. Non, la force de ce pays, la force de la République, c'est la force des institutions.
Et c'est cela l'important. Et nous sommes en train d'aller vers là. Nous sommes en train de renforcer les institutions. Et quand le chef de l'État parle, c'est cette incarnation de l'institution président de la République qu'on trouve en lui. On est fiers d'avoir un président de la République et qui a le souci de la suite de tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et il a le souci de la cohésion nationale. Il a le souci de l'unité nationale. Et il rassure tout le monde pour dire « Je suis prêt » si nous sommes dans la légalité constitutionnelle et républicaine de notre pays. Et pour finir avec notre entretien de ce soir, M. Irénea Gossa, membre du parti UP Le Renouveau, qualiticien, expert en qualité, mais il y a aussi un dernier aspect sur lequel nous voudrions avoir votre avis, le capital humain. Le chef de l'État a mis un accent particulier là-dessus en pensant d'abord au plus petit de 0 à 2 ans et plus, avec une structure, un grand projet à qui il a annoncé le projet sur la supplémentarité nutritionnelle. Absolument. Votre avis là-dessus? Non, c'est bien pensé, c'est dans la suite des choses. C'est totalement bien pensé. Non seulement nous devons nous occuper de ceux d'aujourd'hui, mais nous devons faire en sorte que nous n'aurions plus des dialysés, des gens qui souffrent de cancer, des gens qui souffrent des problèmes. Qui disent, mais écoutez, il faut pourquoi n'avez-vous pas pensé aux adultes qui travaillent déjà, qui sont valides pour la République? L'appui viendra à travers le projet H, c'est déjà clair. Mais pour ne pas engouffrer tout le temps l'argent dedans, il faut commencer par la prévention et limiter les déformations et la naissance des mots vers la base. Et c'est ça la vision. C'est ça la vision. Oui. Donc, tous ceux que vous voyez qui souffrent des maladies graves et des maladies très difficiles à supporter pour l'individu ont déjà présenté ces séquelles depuis le bas âge. Et ces séquelles sont dues au fait qu'il y a une malnutrition, il n'y a pas en fait un encadrement sanitaire bien écrit, surtout alimentaire de ces enfants. Si vous avez la visite prénatale qui n'est pas bien suivie, vous ne permettez pas au médecin de bien suivre le fœtus. Et si ce fœtus naît, vous avez l'enfant qui naît de ce fœtus, et que l'enfant n'a pas l'équilibre qu'il faut alimentaire pour que ce cerveau se développe dans de bonnes conditions, et que l'organisme se développe dans de bonnes conditions, nous aurons double perte. Nous aurons des enfants qui seront soutenus à travers les cantines, tout ça. Mais à la fin, qui vont traîner des maladies graves à supporter. Et ça serait une charge lourde encore pour l'État. Il faut prévenir cela, de manière à ce que la génération qui va venir d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, soit une génération bien conçue, bien préparée pour affronter les défis de leur temps. Parce que ça serait encore plus difficile. Ça ne serait pas plus facile. C'est pourquoi ça a été prévu et le chef d'État a mis beaucoup l'accent là-dessus. Et ceux-là seront accompagnés déjà avec les lycées. Donc, leur formation ne serait plus la formation comme ça se fait maintenant. Donc, ils vont pouvoir être en phase avec la demande du marché. Je vous dis simplement que pour réparer les grues dans ce pays, les grues, les porte-chars qui prennent les conteneurs, tout ça, vous savez d'où on amène les gens? Du Ghana. Nous n'avons pas de spécialistes pouvant faire ce travail ici. Deuxième chose, quand nous avons le pipeline qui va quitter le Niger pour ici, ceux qui doivent s'occuper de la soudure pour permettre à ce pipeline de venir, nous n'en avons pas en spécialité ici. Nous avons des chaudronniers, de très bons chaudronniers au Bénin. Non, mais nous n'avons pas. C'est une spécialité. Ce n'est pas parce que vous arrivez à mettre en place rapidement par soudure à lac un portail que vous pouvez aller faire cette forme de soudure. Non. Et qui passe à un niveau du sous-sol, etc., qui traverse la mer à un certain niveau. Non, ça s'apprend. Et cela, il faut les former. C'est ça qui est important. D'accord. Et il faut former cela dans des lycées. Nous avons besoin des types de lycées techniques et qui doivent répondre à notre caractéristique ici, qui va enchaîner, qui va permettre d'enchaîner en même temps avec un autre comportement alimentaire. Donc, dans le système agroalimentaire, on a besoin des ingénieurs. Nous sommes un pays pétrolier, je dis. Mais il faut former les gens dans le domaine de ce pétrole. Nous avons beaucoup de domaines. Merci, donc, monsieur le chef de l'État a pensé à ça. Oui. Et je crois que c'est pour le pays. C'est pourquoi il a dit avec autant de passion et d'engagement. Je crois que les autres seront embêtés, croyant que c'est de l'ego,
c'est de l'autosatisfaction. Mais je vous dis sincèrement, quand on entre dans sa passion, hein, on s'exprime de façon profonde. Et on dit ce qu'on pense de façon claire. Monsieur René Agossa est aussi rentré dans sa passion là maintenant, c'est la question que je me pose. Je suis dans ma passion d'autant plus que je savais que ça va venir dans ce pays. Oui. Les gens n'y croient pas. Je suis tellement heureux d'avoir un chef d'État de cette carrure qui m'a démenti. C'est-à-dire que ce que je disais de lui au début, j'ai constaté que j'étais en erreur, que je l'avais sous-estimé. Je suis compté parmi ceux qui sont les mieux placés à apprécier aujourd'hui le président Talon. Parce que j'étais le premier à dire qu'un homme d'affaires ne pouvait pas nous conduire correctement vers un développement. Mais voici que cet homme vient de s'exprimer et montrer qu'on l'avait sous-estimé, et en particulier moi. Très bien. Merci à vous, Monsieur Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du parti UP Le Renouveau. Vous êtes qualiticien et donc expert en qualité. C'est avec vous que nous avons abordé un pan du discours du chef de l'État devant la représentation nationale le vendredi 20 décembre dernier. Nous avons fait une lecture générale, point par point, volet par volet, où Monsieur Irénée Agossa, et c'est ce que nous retenons, a dit que le chef de l'État, à la fin de son discours, est rentré dans sa passion. Voilà. Merci à vous, Monsieur Irénée Agossa. C'est moi qui vous remercie. Très, très prochainement. Merci d'être rentré aussi, vous aussi, dans votre passion. Merci, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève la rubrique L'invité du Grand Soir de ce jour. On se donne rendez-vous très, très prochainement. Le Grand Soir se poursuit.